Ok. Donc ouais, à Météo France, on est toujours ravis de pouvoir dispenser l'information dont on dispose à propos du changement climatique, hein, et ça fait partie clairement des missions à la fois de Météo France et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc ben voilà, je suis là ce soir avec vous avec grand plaisir. Donc moi je suis donc Thomas Binoun, je suis météorologue de formation et spécialisé dans le climat. Donc je travaille à Météo France. Et donc dans la présentation de ce soir, je vais vous faire un point sur le changement climatique en 3 étapes. Donc dans une première partie, je vais vous... Alors l'essentiel, s'appuie sur les résultats du dernier rapport du GIEC, hein, qui a été publié en 2021 pour la partie physique de l'atmosphère. Euh, et donc, je disais que cette présentation, elle va avoir lieu en 3 parties. Une première qui présente l'état actuel du changement climatique aujourd'hui en 2021 ou jusqu'à aujourd'hui en 2024. Ensuite, les projections climatiques en fonction des différents scénarios d'émissions avec leurs conséquences, euh, tant à l'échelle planétaire que dans notre région du Pacifique Sud-Ouest. Et puis pour finir, je vais déborder un petit peu de ma spécialité de météorologue pour parler d'adaptation et d'atténuation en reprenant bien évidemment les documents de référence, hein, qui sont disponibles à ce sujet. Voilà, donc on a 2 heures devant nous. Dans ces 2 heures, il y a un temps à la fin pour les échanges. Je pense que la présentation elle va durer une grosse heure, peut-être une heure et quart. J'espère que vous serez suffisamment patient pour aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, allez, je démarre. Alors, ça démarre. Oui, c'est parti. Donc, ben, je vais commencer par une vidéo d'abord. Donc, avant de la lancer, je vous explique ce qu'on voit à l'écran. Donc, sur cette carte, ça représente les anomalies de température sur la Terre. Là, c'est les anomalies de température relevées en 1850. Et au regard du zéro, le zéro, c'est la moyenne des températures entre 1951 et 1980. Et donc, on va voir comment évoluent les anomalies de température entre 1850 et aujourd'hui. Donc, sur la droite, là, vous verrez le petit curseur qui représente la moyenne de la température mondiale. Il va bouger, il va évoluer au fur et à mesure que les années défilent. Et tout en bas, il y a un petit curseur aussi, pareil, qui représente la moyenne de la température planétaire et qui va évoluer aussi au fil des années. Donc, je lance la vidéo. Voilà. Alors, hop, là, il faut que j'arrive à sortir d'ici. Très bien. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on observe là, donc, c'est que, évidemment, il y a, dans les années 1850, fin du 19e siècle, eh bien, on avait des températures qui étaient bien plus fraîches qu'aujourd'hui, ce qui est traduit par les plages bleues qu'on voit qui couvrent quasiment l'intégralité de la planète Terre. On voit aussi que la température est relativement stable, hein, même si elle varie d'une année à l'autre. Donc ça, c'est normal. C'est la variation climatique interannuelle qui fait qu'il y a des années plus chaudes, des années plus fraîches. Mais globalement, les températures restaient stables. Donc je disais, on voit que au 19e siècle, donc on est sur des températures qui sont relativement stables, hein, c'est ce qu'on voit par l'évolution du petit curseur en bas, même s'il y a des années un peu plus chaudes et d'autres un peu plus froides. Ça traduit donc la variation climatique interannuelle, donc ça c'est normal, mais que dans la durée, on n'observe pas réellement ni un réchauffement, ni un refroidissement. Et pendant les premières décennies là, de cette période, eh bien, on a une température qui est assez stable. Et puis à partir du début du XXe siècle, hein, notamment on voit à partir de 1930-40, les températures commencent à monter doucement. Et on voit que sur la map monde, bah, les couleurs commencent à devenir un peu plus jaunes. Et puis, donc cette augmentation de température croît régulièrement et doucement. Et puis, on voit à partir des années 90 qu'on assiste donc à une nette accélération du réchauffement, avec un point d'inflexion, hein, voilà, qu'on peut identifier aux alentours des années 70. Et on voit donc que, arrivé aux alentours de 2020,
eh bien, c'est l'ensemble de la planète qui montre des anomalies de réchauffement avec des valeurs. Alors, on va attendre que ça arrive au bout de la vidéo. Voilà, avec... Ah, ça s'est arrêté. Bon, avec donc une anomalie moyenne de température à l'échelle planétaire, donc ce qu'on va voir tout de suite. Donc, de l'ordre de plus 1,1 degré, ça c'était la valeur en 2020 annoncée par le GIEC. Et avec, mais bon, je vais détailler un petit peu plus loin. Voilà, donc ce qu'on voit à présent sur cette diapositive là, c'est à nouveau l'évolution des températures à l'échelle planétaire depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui. La courbe rouge lisse les températures, hein, et les petits points noirs représentent la température réelle d'année en année. Et ce qu'on constate, donc, c'est qu'effectivement, on a cette accélération à partir de 1980, que les dernières années sont toutes les plus chaudes, hein, au regard du passé, au-delà de la variabilité climatique interannuelle, et qu'en 2023, eh bien, on a atteint la valeur la plus chaude depuis 150 ans, avec une anomalie de température de quasiment plus 1,5 degré. Alors, si on remonte plus loin en arrière, plus loin que ces 150 dernières années, et c'est ce qu'on voit sur ce graphique, ici on remonte 2000 ans en arrière, et on a reconstitué les anomalies de température, donc depuis 2000 ans, et on voit que depuis 2000 ans, les températures avaient toujours été stables. On voit qu'il y a eu un léger refroidissement aux alentours du 14e et jusqu'au 17e siècle, qui correspondent au petit âge glaciaire. Et puis ensuite, la température remontait puisqu'on est rentré dans une période chaude de la Terre, mais d'un coup, on observe un point d'inflexion magistral qui correspond donc à cette augmentation de température qu'on observe depuis quelques décennies, et donc avec cette valeur atteinte de plus 1,1 degré. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au travers de cette valeur moyenne de plus 1,1 degré à l'échelle planétaire, alors ce plus 1,1 degré, c'était la valeur en 2020, hein, ça a encore augmenté depuis, mais partons sur cette valeur de 2020, eh bien, ça cache des disparités assez fortes. D'une part, que la température est plus élevée sur les continents que sur les océans. Et donc, derrière ce plus 1,1 degré, en réalité, les continents donc, ont déjà atteint un réchauffement de plus 1,6 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, tandis que les océans, enfin l'atmosphère au-dessus des océans, a atteint un réchauffement de à peine 1 degré. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les pôles, et notamment l'Arctique, se réchauffent beaucoup plus vite que le reste de la planète, avec une anomalie de température qui a déjà dépassé 6 degrés. Donc on voit que derrière cette anomalie de température, ce réchauffement, en fait, il y a une forte hétérogénéité. Alors, la question qui vient, c'est pourquoi est-ce que l'atmosphère de la Terre se réchauffe? Et, et donc, pour pouvoir y répondre, d'abord, il faut faire un petit rappel d'un principe physique simple, qui est le principe de l'effet de serre. Donc, pour comprendre comment marche l'effet de serre, donc, voilà cette illustration. Donc, il faut s'intéresser d'abord à la première vignette là, qui est en haut à gauche. Donc le Soleil, hein, qui est la seule source d'énergie qui alimente la Terre, donc envoie un rayonnement d'énergie vers la Terre, donc dans toute la gamme de la longueur d'onde. Ce rayonnement solaire, quand il arrive au niveau de la Terre, c'est à l'image 2 là, une petite partie est réfléchie et perdue dans l'espace, et une majeure partie de ce rayonnement traverse l'atmosphère, puisque à l'aller du fait des longueurs d'onde émises par le Soleil, l'atmosphère est transparente à cette énergie, et cette énergie solaire arrive sur le sol terrestre, réchauffe le sol terrestre, c'est ce qu'on voit sur l'image 3, la Terre se réchauffe, et ensuite, la Terre chaude va réémettre la chaleur sous forme d'infrarouge vers l'espace, en altitude. Et donc, c'est à la fois pour ça que l'atmosphère est plus chaude proche du sol que quand on est haut en altitude. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les gaz à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère, eux, ils sont capables d'absorber la chaleur quand elle est sous forme d'infrarouge.
Et donc à ce moment-là, quand la chaleur est réémise par la Terre, eh bien, l'atmosphère va emmagasiner de la chaleur. Et donc plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et plus l'atmosphère aura la capacité d'absorber et de conserver beaucoup de chaleur. Donc voilà pour le rappel théorique. Alors si ça intéresse certains, j'ai rajouté une autre illustration un peu plus complète avec toutes les valeurs du bilan radiatif pour expliquer comment on atteint cet équilibre énergétique. Mais donc cette présentation, je vous la laisserai à disposition et vous pourrez revenir plus longuement sur les diapositives qui vous intéressent. Celle-là, je la passe un petit peu vite, mais donc ça récapitule ce que j'ai dit tout à l'heure avec les valeurs de tout le rayonnement dans un sens et dans l'autre. Donc, on l'a vu, plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et plus celle-ci se réchauffe. Alors, si on veut comprendre pourquoi l'atmosphère se réchauffe aussi vite aujourd'hui, inévitablement, il faut regarder en arrière et regarder comment s'est comportée l'atmosphère dans le passé. Donc pour ça, il y a des campagnes scientifiques qui ont lieu. Donc celle-ci, c'est une campagne en Antarctique qui avait été mémorable, puisque pour la première fois, des scientifiques avaient pu forer jusqu'à 4 km d'épaisseur de glace sur le continent antarctique, où on a donc 4 km de glace accumulée, enfin même un petit peu plus de 4 km. Et dans ces glaces qui ont été déposées au fil des millénaires passés, eh bien, il y a des petites bulles qui sont emprisonnées, c'est ce qu'on voit sur l'image de droite. Et ces petites bulles, ce sont des petites bulles d'atmosphère fossile, c'est-à-dire l'atmosphère des années passées. Et on peut ainsi reconstituer 800 000 ans de climat. Alors, si on analyse la composition chimique de ces petites bulles depuis 800 000 ans, voici ce que ça donne. Donc, on voit donc ici, on a l'échelle temporelle, donc qui est de 800 000 ans en arrière jusqu'à l'an zéro. Et on voit que au fil des dizaines de milliers d'années, eh bien, la quantité, la concentration en CO2, la courbe bleue, comme la concentration en CH4, le méthane, qui est un autre gaz à effet de serre, a évolué systématiquement, avec parfois une augmentation de la concentration, parfois une diminution, et qui a donc une variabilité naturelle de la concentration en gaz à effet de serre sur Terre. Et ce qu'on voit aussi, en reconstituant les températures grâce à la présence des isotopes d'hydrogène qui sont emprisonnés dans ces bulles, on peut reconstituer la température de chaque époque, et on voit qu'il y a une corrélation très forte entre la température et la quantité de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on est capable de conclure de ça, c'est que quand les gaz à effet de serre ou la température augmente, eh bien, l'autre augmente de la même manière. Et aussi, donc, il y a cette variabilité climatique naturelle qui existe depuis toujours. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis 800 000 ans, la quantité de CO2, elle n'a jamais dépassé 300 parties par million. C'est-à-dire qu'au maximum, c'était il y a environ 325 000 ans, eh bien, on a atteint un pic de CO2 de 325 parties par million. Alors, oui, ce chiffre-là, rappelez-vous-en parce qu'on va le comparer aux valeurs actuelles dans deux diapos. Mais donc, on dit qu'il y a une variabilité climatique naturelle. Donc, cette variabilité climatique naturelle, elle est bien connue. On peut la démontrer. Et tout à l'heure, il y aura une petite diapo qui l'expliquera. Mais on sait qu'elle est liée à différents facteurs de forçage climatique, que sont principalement les paramètres orbitaux de la Terre. Donc, la Terre, elle a un mouvement autour du Soleil qui n'est pas constant dans le temps, c'est-à-dire que l'ellipse de rotation autour du Soleil, elle varie. L'angle d'inclinaison de la Terre varie aussi. Et donc, cette variation de mouvement sur plusieurs dizaines de milliers d'années modifie le climat. On sait aussi que le Soleil suit un cycle d'activité sur différentes échelles de temps, sur des courtes échelles, 10 ans ou plus long, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, et qu'en fonction de l'activité solaire, et bien évidemment, le climat sur la Terre varie aussi. Tout ça, ce sont des choses qui sont bien connues et qu'on est capable de modéliser et de représenter. Et puis, il y a aussi ponctuellement des éruptions volcaniques majeures qui peuvent soit refroidir le climat quand elles projettent dans l'air beaucoup de particules fines qui vont agir comme un filtre et filtrer le rayonnement solaire, soit quand elles projettent beaucoup de gaz à effet de serre, elles peuvent aussi avoir un effet de réchauffement du climat.
Donc voilà, ce sont ces forçages naturels qui font que le climat a toujours changé. Et ça, on le connaît par le passé, on connaît ces effets, on est capable de les modéliser, de les reconstituer. Donc on disait tout à l'heure que depuis 800 000 ans, la concentration en CO2 n'avait jamais dépassé 300 parties par million. C'est ce qu'on retrouve sur ce graphique ici. Et sur ce même graphique, on a rajouté la concentration en CO2 atteinte aujourd'hui. Et on voit qu'on a, alors c'est la valeur en 2018, c'était déjà 407. Et en 2023, on est à 4. Ça n'avait donc jamais augmenté par le passé. Alors donc, si soudain, à la fois le climat, par la température, on l'a vu, varie si vite, si la concentration en CO2 varie si vite, et on vient de le voir à l'instant, eh bien la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'activité humaine n'aurait pas un rôle là-dedans? Et c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, ce qu'on sait bien évidemment, c'est que depuis l'industrialisation, donc c'est pour ça qu'on prend comme référence 1850, c'est le début de l'ère industrielle, eh bien, aux quatre coins du monde, les différents États industriels n'ont cessé d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, si on regarde hein, la concentration, enfin plutôt pas la concentration, mais la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère depuis alors pardon, si ce sont les émissions, oui. Les émissions de CO2 dans l'atmosphère depuis 1960, donc ça, ce sont les émissions d'origine humaine hein, qui sont comptabilisées uniquement. Eh bien, on voit que on avait un peu moins de 10 gigatonnes de CO2 en 1960 et qu'on est à pas loin de 40 gigatonnes en 2022. Donc on a une croissance qui est continue. Quand on se réjouit au moment d'une crise d'avoir une baisse de l'industrialisation, et on s'en rappelle très bien pendant la crise du Covid-19, on voit que ça reste minime. Hein. Même s'il y a une diminution de l'activité, on est quand même sur des valeurs d'émissions annuelles qui sont très très élevées. Et donc en 60 ans, eh bien, les émissions ont été multipliées par 3,5. Alors, ces émissions, hein, on parle beaucoup de CO2, mais il faut savoir que les gaz à effet de serre, donc il y en a plusieurs, et les deux principaux, hormis le CO2, bien sûr, hein, qui est celui qui est le plus abondamment émis, eh bien, il y a le protoxyde d'azote, c'est le N2O, qui est un gaz à effet de serre qui provient principalement des engrais azotés qui sont répandus dans les champs partout sur la planète, notamment dans le cadre de l'agriculture intensive. Et si le protoxyde d'azote il est mis en moins grande quantité que le CO2, il a un pouvoir réchauffant qui est en revanche 300 fois supérieur. Donc même si on en émet 300 fois moins, ça va réchauffer autant que du CO2. Et puis le méthane, qui est un gaz à effet de serre qui a aussi un pouvoir réchauffant assez puissant, qui provient, lui, de l'élevage intensif, du fait, donc c'est un gaz qui se dégage du fumier et des déjections des bovins, et qui est 28 fois plus réchauffant que le CO2. Voilà. Et puis là, on retrouve le petit graphique, on voit l'envolée des concentrations en CO2 au cours de ces dernières décennies. Alors, euh, est-ce que ce CO2 émis par l'activité humaine, il est vraiment responsable du réchauffement qu'on observe? Alors pour ça, on est obligé de recourir à de la modélisation. Et c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Alors sur ce graphique, on voit plusieurs choses. On voit le trait noir qui représente l'évolution des températures mesurées. Donc ça, ce sont vraiment ça représente la réalité de la température. Enfin, pardon, c'est l'anomalie de température, hein, toujours par rapport à cette référence de 1850. Donc on voit l'anomalie de température à l'échelle planétaire mesurée et qui augmente au fil des années jusqu'en 2020 où elle atteint donc plus de 1,1 degré. Donc maintenant, on va essayer de reconstituer ces températures. Alors pour ça, on utilise donc des moyens de calcul, les lois de la physique, on met tout ça dans une machine, on fait tourner les modèles et on voit comment le modèle se comporte et comment il restitue la température. Et c'est la courbe marron qui est entourée de l'enveloppe beige clair, là, qui est le panache d'incertitude de cette courbe. Mais ce qu'on voit, c'est que le modèle de climat, il est capable de reconstituer assez fidèlement l'évolution de la température jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, dans ce modèle de climat, on a mis tout ce qu'on connaissait. On a mis à la fois les lois de la physique, on a mis l'activité solaire,
on a mis les paramètres orbitaux de la Terre, on a mis toutes les influences climatiques qu'on connaît, la présence des forêts, la présence du phytoplancton, la surface des glaces, etc. Et on a mis aussi dedans les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Et donc, on obtient ce résultat qui est assez satisfaisant puisqu'on voit que notre modèle, il est calé sur la réalité. Et maintenant qu'on a un modèle qui est fiable, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce modèle? On enlève le CO2 qui a été émis par les activités humaines. Et on refait tourner le modèle et on regarde comment il se comporte. Et là, on obtient donc la courbe verte et on voit que si on enlève les gaz à effet de serre d'origine anthropique, eh bien, en fait, la température n'augmente pas, la température reste stable. Et donc, de là, on peut montrer, ça c'était une des principales avancées du dernier rapport du GIEC, c'est qu'on a été capable de quantifier pour la première fois la part de réchauffement qui était imputable aux activités humaines et on s'est rendu compte que c'était 98% du réchauffement qu'on observe aujourd'hui qui est causé donc par les activités humaines. Alors, maintenant qu'on a compris ça, que le réchauffement est en marche, qu'il est causé par les activités humaines, eh bien, intéressons-nous donc au... Alors, peut-être qu'on peut faire une première petite pause, si vous voulez, même si je ne suis pas arrivé au bout de la première partie. Non, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Moi, j'ai juste une question. Oui, Au tout début, tu as parlé des éléments enfin, que vous avez utilisés pour reconstituer les anomalies thermiques depuis 2000 ans, puisque oui, avant, on n'avait pas forcément une mesure directe. oui. Et en dehors des glaces pour arriver à remonter aussi loin sur Mhm. 2000 ans, quels sont les indices qui sont utilisables et qui sont fiables du coup Alors, il y en a pour plusieurs. avoir les anomalies thermiques? Oui, il y en a plusieurs, hein. Donc ça, c'est vraiment l'objet de la paléoclimatologie. Mm. Euh, donc, il y a à la fois les foraminifères. Les foraminifères c'est du zooplancton avec une coquille carbonée. Et Ok. le carbone de la coquille enregistre, en fait, avec la concentration en isotope de carbone, eh bien, ça permet de reconstituer la température de l'océan. Et indirectement, avec la température de l'océan, on peut reconstituer la température atmosphérique avec les échanges de CO2 qu'on a eu entre les deux. Il y a aussi des carottages qui sont faits dans les sédiments des lacs, où on peut retrouver aussi donc, les variations de température. Je sais qu'on peut le faire aussi par le biais de la végétation, donc en voyant les Ouais. cycles de pousse des arbres. Voilà. Après, il y a certainement encore plein d'autres méthodes que j'ignore, mais Ouais. par contre, ce Je qui sais est qu'il y a je sais qu'il y a la palynologie là, qui est avec la reconstitution des biomes, etc., avec les grains de ouais, pollen, mais il me semblait pas que oui. ça permettait de remonter de manière aussi fiable, quoi, si tu veux. Oui, alors voilà, et après c'est ça qui est important de bien comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a aucune méthode qui vaut seule. C'est-à-dire que toutes les données qui sont proposées, toutes les valeurs qui sont proposées par interprétation à partir d'une méthode, elles sont croisées avec les autres, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a confiance dans la donnée, parce qu'elles se corroborent les unes avec les autres. Et ça, c'est un travail évidemment qui est fait systématiquement avant d'avancer un résultat, quoi. Merci. Alors, j'en étais là. Donc, on a atteint ce niveau de réchauffement de plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc, quelles sont les conséquences aujourd'hui? Alors là, je vous ai indiqué ici le lien vers deux sites de référence. Et tout en bas de présentation, je vous ai mis l'ensemble des liens qui peuvent être utiles à l'enseignement. Euh, Pourquoi ces deux liens? Alors, le premier, climameter.org, qui référence en fait l'ensemble des événements extrêmes dont on sait qu'ils sont causés par le changement climatique.
et si c'est pas exhaustif, c'en est pas loin et ça permet de recenser à la fois les épisodes de fortes pluies, de vagues de chaleur, d'incendies, d'inondations et cetera, heu, avec, des liens, des références vers vers nombreuses sources d'informations si on a besoin d'avoir plus de documentation sur un événement en particulier. Et le deuxième site là, le World Weather Attribution, alors ça c'est un site, en fait qui est, un un peu l'illustration de cette nouvelle science qui s'appelle la science de l'attribution et qui permet, de montrer dans quelle proportion un événement climatique extrême, est causé par le changement climatique. C'est-à-dire que quand on est face à un événement climatique extrême, peu importe, disons, des pluies diluviennes, on pourra toujours dire: «Oui, mais des pluies diluviennes, il y en a toujours eu» et c'est vrai. Mais donc cette science, hein, la science de l'attribution, elle permet aujourd'hui, justement, en croisant des données avec et des données sans les gaz à effet de serre, de voir dans quelle proportion un événement climatique extrême tel qu'il est observé aujourd'hui, il aurait pu se produire sans la présence des gaz à effet de serre d'origine outre-tropique et dans quelle proportion il peut se produire, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Et donc ça permet d'affirmer qu'un événement qu'on a pu rencontrer, il est bien la cause du réchauffement climatique, la cause du changement climatique. Et dans tous les événements que je vais vous montrer dans la suite, évidemment, ce sont que des événements qui ont été choisis parmi, des événements qui sont, causés par le réchauffement climatique. Donc, ça, c'est un petit extrait, du rapport du GIEC. Donc, d'abord, concernant les sécheresses et les vagues de chaleur, ce que nous dit le GIEC, c'est qu'à l'échelle planétaire, les vagues de chaleur, donc les vagues de chaleur sont les canicules, hein, bien sûr, sont 5 fois plus fréquentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au début de l'ère industrielle. Et elles deviendront près de 10 fois plus fréquentes dans un monde à plus 1,5 degré. Donc on voit que ça augmente pas en proportion de l'élévation de température, hein, ça augmente bien plus rapidement que l'élévation de température. Les sécheresses, quant à elles, sont 1,7 fois plus fréquentes aujourd'hui qu'au début de l'ère industrielle et elles deviendront 2 fois plus fréquentes dans un monde à plus 1,5 degré. Alors, chaleur extrême et sécheresse. Histoire de se rendre compte de ce que ça peut représenter, ça c'est un exemple d'une canicule, qui s'est installée au Canada. Alors des canicules comme celle-ci, depuis, une petite dizaine d'années seulement, on en observe tous les ans et donc celle-ci là pour illustration, donc c'était dans le village de Lytton, où on avait atteint 49,5 degrés, hein, donc ce sont des températures qu'on observe habituellement dans les déserts, hein et à la fois cette élévation de la température, heu, additionnée à une atmosphère très sèche et ben, a provoqué, simplement l'embrasement du village. C'est ce qu'on voit l'illustration à droite avec, bon, tous les sinistres, qui en découlaient malheureusement, avec donc 90 du village, qui a été ravagé et de nombreux morts. Donc voilà un exemple. Un exemple qui est plus proche de chez nous, donc ça c'est, l'année 2022 en Europe. Donc sur la carte de gauche, on voit, l'anomalie du nombre de jours par an où l'indice feu est extrême. Donc on voit qu'il est extrême sur une large partie du sud de l'Europe, sur le nord de l'Amérique de l'Afrique du Nord et donc sur la carte de droite, on voit le recensement des feux de forêt en 2022 avec les couleurs et la taille des bulles représentent la taille des zones impactées. Et donc, on voit qu'on a eu des feux qui se sont étendus partout sur le pourtour méditerranéen jusqu'en Europe centrale. Et ce qu'on observe surtout à l'issue de cette saison, c'est que le, cette saison, cet été, hein, cette année des incendies en 2022 a été un record de rang 2 après 2017 en termes de surface détruite par les incendies en Europe. Au Canada, encore, donc ça c'était en 2023, on a eu 14 millions d'hectares brûlés, 168 000 personnes évacuées.
Et donc, ce, de ce que dit le World Weather Attribution, là, qui affecte donc une probabilité de survenue de ces épisodes par rapport à ce qu'ils étaient par le passé, eh bien, met en avant que des épisodes comme celui-là, qu'on n'avait jamais vu par le passé, enfin, ou qui n'apparaissait quasiment jamais, eh bien, ont aujourd'hui 7 fois plus de chances de se produire que sans le réchauffement climatique, que sans le réchauffement d'origine anthropique. Donc, on voit que partout sur la planète, hein, vagues de chaleur, sécheresse, incendies s'intensifient et concernent l'ensemble des régions du monde. Et dans le même temps, eh bien, les précipitations, elles aussi, augmentent. Alors, ce que nous dit le GIEC, hein, c'est qu'à l'échelle planétaire, les précipitations décennales, donc les précipitations décennales, ça qualifie les précipitations qui surviennent en moyenne qu'une fois tous les 10 ans, donc ce sont les fortes précipitations, eh bien, elles sont 30% plus fréquentes qu'autrefois et elles sont 7% plus abondantes qu'elles ne l'étaient au début de l'ère industrielle. Et elles deviendront donc 50% plus fréquentes et 10% plus abondantes quand on aura atteint plus 1,5 degré de réchauffement. Et le GIEC nous dit aussi donc, que depuis le début du XXIe siècle, donc, la fréquence des événements de précipitations extrêmes a augmenté dans plusieurs régions et elles entraînent ainsi une fréquence d'événements extrêmes qui sont 2 à 4 fois plus élevées que celles observées dans le passé récent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des précipitations extrêmes? Alors là, je vais vous proposer une petite animation de pluie qui ont donc des pluies extrêmes qui ont eu lieu alors ça, c'est au Pakistan, donc la vidéo, ce sera en Inde. C'est des régions qui sont habituellement déjà fortement touchées par les phénomènes de mousson, qui ont l'habitude de subir des inondations. Mais depuis quelques années, eh bien, ça a franchi un cap comme on n'avait jamais connu. Et au Pakistan, eh bien, les pluies extrêmes, elles, ont augmenté de 50 à 75%. C'est-à-dire que les valeurs que je vous ai données précédemment, c'était en moyenne à l'échelle planétaire, le 7%. Mais il faut savoir que selon les régions, eh bien, il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. Et donc, au Pakistan en particulier, on a une augmentation qui est très conséquente, et donc avec les ravages que ça peut occasionner, qui sont indiqués là, donc plus de 1000 morts, 33 millions de personnes sinistrées, et 726% de pluie en plus. Donc, c'est-à-dire qu'il a plu au mois d'août 2022, 7 fois et demi le cumul habituel. Et alors là, voilà, donc là, je vais vous montrer une vidéo pour c'est difficile de se représenter 7 fois et demi les pluies mensuelles pour se rendre compte de ce que ça peut faire comme dégâts. Donc voilà, ce sont des vidéos amateurs en fait qui ont été prises et qui ont été diffusées sur une chaîne en Inde. Ah, alors hop, je repasse là, je reviens au début. Donc évidemment, les précipitations, quand elles tombent sur toute la surface de la zone où elles tombent, et ensuite elles convergent vers les zones d'écoulement, et c'est là que ça génère des dégâts inouïs avec les rivières qui débordent, les glissements de terrain évidemment aussi, du fait de l'infiltration et du ruissellement de l'eau sur les sols. Voilà. Donc, alors, évidemment, ces régions sont particulièrement vulnérables, hein. Ça, on en reparlera un petit peu en fin de présentation. Les régions qui sont le plus touchées par le changement climatique ne sont pas forcément les régions qui ont le plus contribué au réchauffement. Donc ça, c'est quelque chose qui est largement mis en avant aujourd'hui.
Donc ça, c'était les pluies donc en Inde, au Pakistan, en Asie. Mais le renforcement des pluies extrêmes concerne aussi l'Europe. Donc là, en voici quelques exemples donc, qui sont issus de ce site-là, le climameter.org, tout récent, hein. Et ça, si vous allez sur ce site, vous allez voir que tous les ans, on en retrouve plusieurs. Donc là, bah, il y a des inondations en voilà, Loire-Atlantique, Autriche, région sud, Italie. Et toutes ces inondations, donc, il est montré que sont une conséquence, hein, au moins en partie, du changement climatique. Il va falloir que j'accélère un peu parce que je vois que l'heure tourne et que je je suis à peine au quart de ma présentation. Donc le réchauffement des océans aussi a une conséquence directe du réchauffement climatique, hein. Donc je vais essayer d'accélérer un peu. Donc ce que nous dit le GIEC, c'est que le réchauffement s'étend à l'ensemble de la colonne d'eau, hein, de la colonne d'eau de l'océan, et que 58% de l'excès de chaleur de l'ère industrielle est absorbé par les océans, enfin par cette couche supérieure de l'océan et le reste dans les océans plus profonds. Et alors sur cette courbe, pour voilà, montrer comment l'océan se réchauffe. Alors j'espère que vous voyez bien le petit panache de traits gris là sur le graphique. Ce graphique, il montre la température quotidienne de l'océan à l'échelle planétaire, chaque jour, année après année. Donc on prend une petite ligne grise. C'est une des années entre 1979 et 2022. Alors elles ne sont pas identifiées là, mais on voit comment évolue la température de l'océan au fil de l'année, depuis janvier jusqu'à décembre. Et donc, on voit que les températures ont toujours évolué dans un panache là, qui est compris entre 20,6 en gros et puis 20 degrés en fonction des saisons. Et ce qui s'est passé, c'est que eh bien, 2023, la courbe orange, soudain, on a assisté à une envolée des températures océaniques à l'échelle mondiale. C'est ça qui est stupéfiant, c'est qu'à l'échelle mondiale, alors que l'océan a pourtant beaucoup d'inertie, eh bien, on voit que la température là, de 2023 se détache complètement du panache des températures qu'on avait connu jusqu'à présent. Et qu'en 2024, ça s'est poursuivi et que là, c'est redescendu un petit peu. Alors, c'est clairement l'effet d'El Niño, hein, de l'année passée, mais bon, El Niño, c'est pas la première fois qu'il survient. El Niño, ça revient tous les 2 à 7 ans, on dit, mais c'est la première fois que l'impact est aussi retentissant. Et alors qu'on est sorti d'El Niño, qu'on rentre dans la Niña, qui devrait faire baisser les températures à l'échelle planétaire, on reste au-dessus de toutes les températures jamais connues par le passé, alors qu'on devrait plutôt être dans un pic bas du fait de la Niña qui s'installe. Donc on voit que ce réchauffement de l'océan, bah, il est en train de prendre un tournant aussi, avec les conséquences que ça va engendrer. La banquise arctique, bah, elle fond année après année. Donc là, il y avait une petite animation, mais je ne vais pas la mettre parce qu'on va gagner un peu de temps, où on voyait l'alternance des saisons avec la glace de la calotte glaciaire antarctique qui diminue, 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 se réduit à peau de chagrin. Et donc, en l'espace de 40 ans, la banquise a diminué de moitié. Et ça ne fait que s'accélérer. Et on s'attend à ce que d'ici quelques dizaines d'années, il n'y aura plus du tout de banquise arctique. Le niveau des océans augmente, comme l'océan se réchauffe, eh bien, par effet physique, l'eau, quand elle, comme tout liquide, hein, comme tout matériau d'ailleurs, quand il se réchauffe, il se dilate. Et du coup, la dilatation des océans fait que le niveau monte, doublé aussi par l'afflux des glaciers terrestres qui fondent et qui alimentent en eau douce les océans. Et donc, avec cette élévation du niveau marin, eh bien sûr, il y a les risques de submersion qui s'amplifient. Concernant les cyclones, ce qu'on observe, c'est qu'à l'échelle planétaire, alors ça ne vaut pas pour le Pacifique Sud, pour lequel pour l'instant il y a encore débat, mais en tout cas en moyenne à l'échelle planétaire sur les autres océans, donc océan Atlantique Nord, océan Atlantique Sud, océan Indien, eh bien on observe qu'il y a une augmentation de l'intensité des cyclones et qu'on a 25% de cyclones forts en plus qu'on en avait par le passé. Enfin, en tout cas, au cours des 40 dernières années, on observe qu'on a une augmentation de 25% des cyclones les plus forts. Et ça, on l'a constaté malheureusement à nombreuses reprises ces dernières années avec les cyclones qui ont circulé sur l'Atlantique Nord ou sur l'océan Indien et qui ont été assez ravageurs. Voilà. Et puis pour rajouter encore une petite touche de pessimisme,
Eh bien, c'est que le réchauffement génère du réchauffement par différents processus de rétroaction. On appelle ça des boucles de rétroaction positive. Donc là, voici un exemple. La banquise fond. Donc, quand la banquise est présente, eh bien, elle réfléchit le rayonnement solaire. Donc, c'est du rayonnement solaire qui n'est pas absorbé par les océans ou par la Terre. Quand la banquise fond, le rayonnement solaire qui arrive de l'espace, au lieu d'être envoyé vers l'espace, eh bien, il est absorbé directement dans l'océan. Et donc, il va contribuer à réchauffer les océans, qui eux-mêmes vont contribuer à réchauffer la banquise et donc à la faire fondre. Et donc, ces processus, eh ben, ils contribuent à accélérer le réchauffement. Et donc, ça s'appelle donc ça, des processus comme ça, il en existe plusieurs. Et plus la Terre chauffe, plus elle chauffe quelque part. Et ça crée un effet d'emballement qui va accélérer le phénomène de réchauffement. Voilà, la Calédonie n'échappe pas au réchauffement climatique. Donc, si on se concentre sur ce qui se passe ici, donc ça, c'est l'évolution des anomalies de température mesurées à Nouméa depuis 1951 jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une tendance à la hausse, comme partout sur la Terre, et qu'en 50 ans, eh bien, on a une augmentation de plus 1,1 degré ici à Nouméa. Ça, c'est l'évolution des vagues de chaleur en Nouvelle-Calédonie. Alors non, pardon, celle-ci, c'est à Nouméa. Donc ça, c'est le résultat d'un travail là, qui vient juste d'être réalisé. Et donc, on voit que les vagues de chaleur, ben, elles sont de plus en plus nombreuses. Elles sont de plus en plus longues aussi. La durée des vagues de chaleur, elle est matérialisée par la taille des bulles, hein. Donc, plus on est sur le bout du graphique, plus on voit que les bulles sont grosses. Et donc, ce que nous montrent les statistiques, c'est qu'aujourd'hui, donc, enfin, en l'espace de 50 ans, les vagues de chaleur, elles sont 6 fois plus nombreuses, elles sont 1,5 fois plus longues et elles sont 1 degré plus chaudes qu'autrefois. La température de l'océan augmente aussi. Donc, on a ici les mesures de la température de l'eau de mer à Lansvata. Ça, c'est les températures mesurées par l'IRD, l'Institut de recherche et de développement de Nouméa. Et on augmente une température qui a augmenté de plus 1,3 degré en 65 ans, avec des épisodes de blanchissement de corail qu'on commence à voir apparaître alors qu'on n'en voyait pas par le passé. Le niveau marin augmente aussi, donc ça c'est les données du marégraphe de Nouméa. Et donc on voit que année après année, eh bien, on a une tendance à la hausse et qu'en Calédonie, on a 6 cm d'élévation du niveau marin en 60 ans. Alors en réalité, il y a plus que ça, hein. La mesure altimétrique, la mesure par satellite montre qu'il y a presque, enfin un peu plus de 10 cm d'élévation, mais en Calédonie, on peut dire qu'on a cette chance, c'est que la Terre s'élève aussi par le phénomène d'isostasie que les profs d'SVT connaissent bien. La Terre s'élève en même temps, enfin un peu moins vite que le niveau des océans monte. Du coup, le marégraphe, lui, il enregistre l'élévation relative et on va dire qu'on n'a que 6 cm d'élévation en 60 ans, alors que partout ailleurs, enfin dans beaucoup d'endroits ailleurs sur la planète, eh bien, cette augmentation, cette élévation est supérieure, et notamment certaines îles du Pacifique, hein, qui sont des îles basses d'une part, qui sont des îles qui sont plutôt dans des processus d'enfoncement. Elles voient leur niveau, le niveau de l'océan qui monte beaucoup plus vite chez elles, avec des risques donc d'envahissement des zones habitées, quoi. Ça, ce sont les précipitations. Alors, on n'observe pas trop de signal sur la pluviométrie en Calédonie, sauf en juin et en juillet, où on observe qu'il y a un assèchement. Donc, on observe 40% de pluie en moins en 50 ans pendant la saison fraîche en Nouvelle-Calédonie. Et ça, les agriculteurs en pâtissent de plus en plus après année, avec des sécheresses qui sont de plus en plus dures à passer pour eux, qui sont de plus en plus longues. Et même pour les gestionnaires de la ressource en eau, ça commence à poser des problèmes. Voilà. Et puis enfin, on a des saisons qui sont de plus en plus contrastées, donc avec des saisons sèches qui sont de plus en plus sèches, je venais de le dire, mais aussi des saisons humides qui sont de plus en plus humides, puisque l'atmosphère étant plus chaude, il peut aussi contenir plus de vapeur d'eau. Et donc, quand les pluies tombent, même si elles tombent plus rarement, quand elles tombent plus abondamment. Et donc, à la fois, on a une sécheresse qui se renforce quand on est en situation, en saison propice à la sécheresse, et quand on est en saison propice aux pluies, les pluies sont plus abondantes. Et ce qu'on observe, c'est que depuis 2017, donc depuis 7 ans, quasiment chaque année est un record. C'est-à-dire qu'en 2017, on a eu 2017, 2019, voilà, 2023 et 2024, on a eu des records de sécheresse pendant la saison sèche.
Et 2020, 2021, 2022, on a eu des records de pluie, de cumul de pluie pendant la saison humide. Donc le changement climatique, ben, c'est déjà une réalité, même si on ne le perçoit pas forcément pour tout un chacun dans son quotidien. Mais si on regarde à l'échelle de la planète, si on est attentif, si on regarde les données du passé, eh bien, on voit que le changement climatique, il est déjà en œuvre et il commence déjà à nous impacter, à impacter les activités des hommes. Voilà, donc la première partie est finie et, et, et j'ai largement débordé. On a une idée, de l'origine du déclenchement des méga-feux? Alors, non, enfin, en tout cas, je ne sais pas répondre à cette question parce que j'ai pas, en fait, je me suis pas renseigné. Euh, mais ce qu'on sait en général, c'est que les feux sont quasiment tout le temps d'origine humaine. Alors, de manière intentionnée ou non intentionnée, ça peut être soit criminel, soit accidentel, écobuage ou mégot de cigarette ou je ne sais quoi, au barbecue. Euh, mais pourquoi il y en a plus? C'est pas parce que les comportements évoluent et que les gens sont plus criminels ou plus inattentifs, mais c'est parce que les conditions sont plus propices à la propagation des feux. Et en Calédonie, typiquement, ça, on a fait ce travail. C'est un travail qu'on a mené avec l'œil il y a 2 ans pour essayer de comprendre l'origine des incendies. Et on a pu démontrer que c'est 100%, dans 100% des cas, c'est d'origine humaine en Calédonie. Et on sait qu'en Calédonie aussi, on a une augmentation des incendies au fil des années, mais c'est parce qu'en fait, les conditions sont plus propices d'année en année. Et elles sont plus propices pour 2 raisons. C'est que, d'une part, on a plus de pluie pendant la saison humide, donc on a beaucoup de matière végétale, et qu'ensuite, on a des longues périodes de sécheresse pendant laquelle toute cette matière végétale, elle est déshydratée et elle n'attend qu'une chose, c'est s'embraser. Et c'est pour ça qu'on a donc ces incendies qui augmentent d'année en année. Voilà. Ben, je vais passer à la suite du coup. Alors ça va être un petit peu moins long quand même pour la deuxième partie. Donc oui, la question Oui. c'était, donc voilà, on a vu le constat aujourd'hui et donc maintenant, ben, forcément, ce qui nous inquiète, c'est, enfin ce qui nous interroge en tout cas, c'est quel sera le climat de demain. Et donc, la première chose, évidemment, pour pouvoir répondre à cette question, c'est, puisqu'on sait maintenant que le climat, il dépend de nos émissions, eh bien, pour pouvoir imaginer quel sera le climat de demain, il faut proposer différents scénarios d'émissions. On va donc ça c'est le travail de sociologues qui propose ces hypothèses donc sur le comportement de l'activité humaine au fil du siècle à venir, donc entre aujourd'hui, là, 2015, et puis quand a été amorcé ce travail, et la fin du siècle, 2100. Et donc voilà les évolutions des émissions de CO2 proposées. Donc on imagine un scénario un peu du pire, scénario où on a une croissance qui continue à être accélérée, qui est toujours alimentée par des énergies fossiles et notamment des pays émergents qui viennent ajouter leur part aux émissions. Et donc, on serait sur un scénario d'émissions qui va croissant jusqu'en 2080, jusqu'à ce qu'on atteigne en fait l'épuisement des ressources en énergie fossile, en pétrole, et par la force des choses, ça diminuera. Bon, le scénario qu'on suit actuellement, c'est celui-ci, c'est-à-dire voilà la trajectoire qu'on suit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une des premières images que je vous avais montrées, les émissions d'origine, les émissions de CO2 d'origine anthropique qui étaient croissantes sans arrêt depuis 1960. Eh bien voilà, selon cette trajectoire, eh bien on arriverait là aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, en 2024, on est toujours sur cette trajectoire. Et puis après, on peut imaginer un scénario plus vertueux où on arrive à réduire progressivement nos énergies fossiles, mais nos émissions pardon, de CO2, mais en 2100, on continuera quand même à en émettre. Et enfin, un scénario idéal où on arrive, alors le meilleur des scénarios, c'est on arrive dès 2050 à ne plus émettre du tout.
on atteint la neutralité carbone. Alors, ce n'est pas une utopie. La neutralité carbone, on peut l'atteindre en continuant à émettre, mais parce qu'on capte autant de carbone qu'on en émet. Donc, tout ça, je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et puis, il y a un autre scénario, vertueux aussi, mais qui est un petit peu plus long à se mettre en place, où on atteint la neutralité carbone seulement en 2070. Alors, vous allez comprendre tout de suite après pourquoi ces deux scénarios ont été choisis, la neutralité carbone en 2050 et neutralité carbone en 2070. C'est parce que au moment des accords de Paris, eh bien, les États, donc les accords de Paris, c'était, alors je ne sais plus combien d'États s'étaient réunis, 196 États, voilà. Et ils s'étaient entendus sur le fait que il fallait maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale à un niveau bien inférieur à 2 degrés par rapport aux activités au niveau pré-industriel et poursuivre les efforts pour limiter l'élévation de température, l'élévation de température pardon, à plus 1,5 degré. Eh bien, pour atteindre ces objectifs, plus 1,5 degré ou plus 2 degrés d'ici 2100, les seules solutions qu'on a, ce sont d'atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est le scénario bleu. Alors en fait, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est l'évolution des températures selon les différents scénarios d'émission. Donc si on veut vraiment respecter les accords de Paris, ne pas dépasser 1,5 degré, eh bien, il faut qu'on atteigne la neutralité carbone en 2050. Si on veut, si on veut ne pas dépasser 2 degrés, il faudra atteindre la neutralité carbone en 2070. Et si on reste sur le scénario actuel, on atteindra plus 3,5 d'ici la fin du siècle. Alors, rester sous la barre des 2 degrés, puisque c'est l'accord de Paris, et c'est cet accord de Paris qui est confirmé à chaque COP. C'était en 2015. Depuis, il y a une COP chaque année, et à chaque nouvelle COP, eh bien, on maintient cette volonté de rester sous la barre des 2 degrés, voire des 1,5 degré. Donc, c'est bien beau de le dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, de rester sous la barre des degrés? Qu'est-ce que ça signifie en termes d'émissions de CO2? Alors, ce graphique, il fait un petit peu peur au premier abord, mais il n'est pas très compliqué. Il montre l'évolution de la température, ici en ordonnée, par rapport à la quantité de carbone, de CO2 émis, ici en abscisse. Et donc, évidemment, plus l'augmentation, plus le CO2, plus la quantité de CO2 dans l'atmosphère augmente, plus la température augmente. Et donc, voilà, ici, là, à ce trait-là, qui est la limite du deuxième scénario vertueux, là, ce sont les scénarios bleus, là. On- voilà, en fait, la quantité de CO2 qu'on peut encore émettre si on veut rester dans ces scénarios vertueux, c'est-à-dire si on veut rester sous la barre des 2 degrés. Et donc, il nous reste 1000 gigatonnes de CO2 à émettre si on veut rester sous la barre des 2 degrés. Si on est dans le scénario actuel, c'est-à-dire si on émet encore 1500 gigatonnes de CO2 d'ici 2050, eh bien, on sera dans le scénario 3, avec une Terre qui sera de plus 3 degrés supérieure à l'ère pré-industrielle. Alors, 1000 gigatonnes de CO2 ou 1500, si on ramène ça à l'émission par an et par habitant, donc on divise tout bêtement par le nombre d'années qui nous reste pour les émettre et le nombre d'habitants sur la Terre, en prenant 8 milliards à peu près, eh bien, ça laisse la possibilité d'émettre 4 tonnes de CO2 par an et par habitant au cours des 30 prochaines années. Ça, c'est si on veut rester sous les 2 degrés. Et si on ne veut pas dépasser 3 degrés, eh bien, on est autorisé à 6 tonnes de CO2 par an et par habitant. Alors, maintenant qu'on a dit ça, eh bien, c'est intéressant de savoir combien on émet aujourd'hui. Donc, rappelons-nous, 4 tonnes de CO2 si on veut rester sous 2 degrés et 6 tonnes si on veut pas dépasser 3. Alors, voilà les émissions de CO2 par an et par habitant pour différents pays du monde. Donc, ils sont regroupés par région. Donc, voilà en tête de peloton, là, l'Amérique du Nord. Donc, les Américains, en moyenne, émettent presque 20 tonnes de CO2 par an et par habitant. Voilà, on voit que tout le monde est largement au-dessus des 4 tonnes, à part les pays non industrialisés,
comme les pays d'Afrique et les pays d'Asie du Sud-Est. Donc ça veut dire que le travail à faire pour arriver à 4 tonnes de CO2 par an et par habitant, il est colossal. Et pour information, en Calédonie, on en est à 13 tonnes de CO2 par an et par habitant. Donc ça, ce sont des données de l'Agence calédonienne de l'énergie. Et ça, c'est une valeur hors industrie minière. C'est-à-dire c'est juste pour nos voitures, nos avions, l'import des marchandises, nos clims, etc., nos déplacements et nos modes de consommation. Et sinon, 20 tonnes avec l'industrie minière, mais bon, on peut dire que celle-là, elle peut se répartir sur l'ensemble des usagers du nickel. Voilà, donc on est vraiment très loin du compte. Et en France, qui fait plutôt figure de bon élève, eh bien, on est à 4,7 tonnes de CO2 par an et par habitant aujourd'hui. Alors, vu qu'on voit qu'on ne prend pas le chemin d'un monde à plus de degrés, eh bien, à quelles conséquences s'expose-t-on dans un monde plus chaud? Alors, les canicules, elles vont continuer d'augmenter et elles seront 8 fois plus fréquentes qu'aujourd'hui et jusqu'à 6 degrés de plus qu'aujourd'hui en moyenne planétaire. Enfin, jusqu'à 8 fois plus fréquentes en moyenne planétaire et jusqu'à 6 degrés de plus qu'aujourd'hui sur certains continents. Et sur cette carte, alors ça, c'est l'atlas interactif du GIEC, hein, je vous ai donné aussi le lien là. Ça, c'est une page qui est super. Vous pouvez cliquer n'importe où dessus et avoir les valeurs de température, de précipitation pour chaque endroit du monde en fonction des différents scénarios que vous choisissez. C'est quelque chose d'interactif. Là, je pense que dans les classes, ça, c'est un truc qui peut être très utile à utiliser. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que sur certaines régions du monde, on parlait du Canada tout à l'heure, on avait atteint 49 degrés et demi, eh bien, on attendrait quasiment 55, 56 degrés. Donc, autrement dit, ce sont des températures qui sont mortelles. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre à ces températures-là. En Europe, on est sur des augmentations extrêmes aussi, en Arctique aussi. Et en Océanie, évidemment, c'est moindre, pas c'est tempéré par l'océan, mais ça va augmenter aussi. Ça, c'est une simulation qui a été faite par Météo France pour montrer l'évolution attendue des vagues de chaleur dans le cas où la France atteindrait un réchauffement de plus 4 degrés. Donc, c'est ce qui est attendu dans le scénario actuel, hein, et c'est ce à quoi la France se prépare. Donc, on voit ici les canicules qui ont eu lieu par le passé jusqu'en 2000, donc c'était entre 1947 et 2020. Voilà, donc l'épisode de 2003, si certains l'ont connu, l'ont vécu, et ils se rappellent comme c'était étouffant, il est là. Et voilà ce à quoi on s'attend pour la suite. Ça fait évidemment froid dans le dos, si on peut le dire ainsi, avec des épisodes caniculaires donc, qui seront 5 fois plus fréquents qu'aujourd'hui, jusqu'à 5 degrés plus élevés qu'aujourd'hui, qui pourraient durer plus d'un mois et qui pourraient apparaître dès mai jusqu'en octobre. Et autrement dit, on se retrouverait dans des situations létales pour les hommes plusieurs jours par an, quand on serait dans ces conditions, à moins évidemment de se retrouver à l'abri dans les bâtiments, mais en tout cas, on ne pourrait pas sortir dehors, quoi. Et la canicule, contrairement au froid, si certains en ont déjà vécu, c'est quelque chose d'assez étouffant, face auquel on ne peut rien faire, parce qu'on ne peut pas se refroidir, quoi. Le corps n'est pas armé pour se refroidir. Et quand on est dans de l'air chaud, on est un peu comme dans un four, sauf que on a beau se déshabiller, on a toujours aussi chaud jusqu'à faire un malaise et puis se finir par se déshydrater complètement. Donc je continue à dépeindre le tableau qui est catastrophique, mais qui correspond malheureusement à la réalité vers laquelle on va. Les fortes pluies seront plus fréquentes, plus abondantes. Elles seront 2 fois plus fréquentes qu'aujourd'hui en moyenne planétaire. Elles pourraient apporter jusqu'à 120% de pluie en plus qu'aujourd'hui, au niveau des tropiques notamment. Et donc là, ça pourrait toucher, alors pas dans ces proportions, mais en tout cas, nous en Calédonie, si on n'est pas autant exposé que l'Europe à l'augmentation des températures, on sera en tout cas plus exposé à l'augmentation des précipitations. Donc avec les ravages que ça peut occasionner. Bon, ça, c'était une illustration d'un épisode en Allemagne en 2021 qui avait été mémorable aussi. Et voilà un peu donc les valeurs. Donc au niveau du Pacifique équatorial, eh bien c'est là qu'on a les plus fortes augmentations de température un peu partout sur la planète, voilà. Et puis il y a des zones assurées sur l'atlas climatique du GIEC, ce sont les zones pour lesquelles en fait la confiance n'est pas suffisante.
dans les projections qui sont faites. Et donc, c'est le cas pour la Calédonie. Donc, les valeurs du GIEC ne permettent pas de se projeter, mais après, il y a d'autres modélisations hors GIEC qui commencent à voir le jour et qui permettent déjà d'avoir un signal sur ces régions tropicales. Les sécheresses seront aussi de plus en plus fréquentes, hein, donc on a déjà parlé tout à l'heure, donc elles ne vont faire qu'augmenter et s'intensifier. Bon, j'accélère un petit peu. Il y aura un impact sur la biosphère avec un risque de perte d'espèces, et notamment dans la bande intertropicale, où on attend jusqu'à 80% d'espèces qui devraient disparaître dans un monde à 3 degrés plus chaud. Alors 80% des espèces deviennent menacées de disparition sont principalement des espèces marines, puisqu'avec le réchauffement des océans, peu d'espèces marines vont y survivre, notamment tout ce qui est coraux, plancton, et puis toute la chaîne alimentaire qui en découle. Risque sur la santé humaine, donc ça on vient d'en parler avec l'augmentation des canicules, et on voit que dans un monde à seulement plus 3 degrés, on dénombre plus de 150 jours par an. C'est les zones qui sont qui commencent à atteindre les couleurs orange foncé là. Euh, eh bien, on a plus de 150 jours par an avec des conditions de chaleur et d'humidité qui sont létales, c'est-à-dire pendant lesquelles bien, on peut pas être dehors. Et ça, c'est pour, on voit une large partie des pays qui sont au niveau de l'équateur, des tropiques et même toute la région méditerranéenne et au-delà encore. La production alimentaire sera impactée aussi avec des rendements agricoles qui devraient diminuer donc dans un monde à plus 3 degrés de l'ordre de 20 à 40%. Donc évidemment, encore une fois, ce sont les pays les plus vulnérables qui vont être impactés. Voilà. Et donc, bon là, c'est une petite citation du GIEC pour conclure. Donc, pour tout niveau de réchauffement futur donné, les impacts à long terme sont jusqu'à plusieurs fois plus élevés que ceux actuellement observés. Tout ça pour dire que ce n'est pas proportionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir quelques impacts. On peut penser qu'ils sont pas très étendus, pas très conséquents. Il faut savoir qu'un degré de plus, c'est pas juste multiplié par 2 ce qu'on a aujourd'hui, ça va être multiplié par 10, par 100. Mais ce que dit le GIEC aussi, et là, c'est ça qui est encourageant, c'est que ces risques peuvent être limités, mais à une seule condition, c'est qu'on bascule dans une réduction profonde, rapide et soutenue des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et rapide, ça veut dire immédiate, en fait. Alors, comment est-ce qu'on... Alors voilà, j'ai terminé la deuxième partie là sur les conséquences euh, voilà, les projections climatiques et les impacts à horizon 2100 dans un réchauffement à plus 3 degrés. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des... En revanche, il y a en ce moment un projet de recherche qui est mené localement, qui est le projet CLIPSA, peut-être vous en avez déjà entendu parler, donc qui permet de produire des projections climatiques régionalisées. C'est-à-dire, dans le cadre du GIEC, hein, les projections climatiques sont fournies avec une résolution de 100 km, ce qui est bien insuffisant pour savoir comment va se comporter le climat en Calédonie. Donc l'idée, c'est de faire une projection climatique avec une résolution de 2,5 km. Et ça permettra de savoir à quoi on s'attendra région par région en Calédonie. Et en parallèle de ce travail, donc là c'est vraiment de la modélisation de l'atmosphère, il y a un travail sociologique qui est mené, qui rentre dans le cadre de ce projet, et qui permet de recenser les pratiques, notamment les pratiques agricoles, et donc région par région, de voir comment chacun peut s'y préparer. Et donc les résultats de ces travaux donc pourraient répondre en partie à ta question, voir quelles sont les zones qui sont les plus vulnérables au changement climatique en termes de sécheresse, en termes de recrudescence de précipitations, en termes d'impact sur les productions agricoles ou sur le maraîchage, quand c'est du maraîchage qui est pratiqué. Eh bien, ces résultats, ils devraient être disponibles en courant 2025, plutôt deuxième partie de 2025, parce que ça prend toujours un petit peu de retard. Et il y aura des communications qui seront faites à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas
de consensus sur l'évolution des courants océaniques. Donc ça fait l'objet de nombreuses publications, mais aucune qui permette d'affirmer quelque chose de fiable encore. Euh, la seule chose qu'on est capable de dire, c'est que effectivement, la circulation thermohaline est modifiée. Donc, la circulation thermohaline, donc c'est à la fois l'évolution des masses d'eau qui ont une température et une concentration en sel. Donc, elle est modifiée notamment du fait de l'apport de glace terrestre, d'eau douce, qui va tendre à alourdir les eaux océaniques et donc à faire plonger les eaux vers le fond, alors qu'aujourd'hui, enfin, c'est un comportement qui n'aurait pas forcément cette tendance avec des eaux qui ont les caractéristiques d'aujourd'hui. Euh, et je perds un peu le fil. Oui, donc la seule chose qu'on est capable de dire, c'est que le changement climatique impacte les courants à l'échelle planétaire, mais on n'est pas capable de savoir dans quelle mesure ça peut les bouleverser complètement. Donc ça va les modifier, c'est sûr, mais est-ce que ça peut les modifier complètement? C'est-à-dire que des grands courants comme le Gulf Stream, est-ce qu'ils pourraient s'arrêter? Est-ce que la fonte de la calotte glaciaire antarctique, est-ce qu'elle pourrait déstabiliser le courant circumpolaire? Donc ça, ce sont des questions pour lesquelles il y a des réponses qui sont proposées, mais qui sont aujourd'hui trop entachées d'incertitudes pour qu'on puisse, voilà, pour qu'elle puisse être fiable, quoi. Oui, Voilà. Donc il faut parce attendre que encore quelques années avant d'avoir des éléments d'information à ce sujet, mais en tout cas, ce sont des hypothèses et notamment la déstabilisation de la calotte glaciaire antarctique. Même si on sait qu'il faut encore des siècles avant qu'elle fonde, dans certaines modélisations, on voit qu'il y a des possibilités qui montrent qu'elle pourrait glisser vers la mer. C'est-à-dire que du fait de la fonte entre le socle continental et la couche de glace qui est posée dessus, il y a des gros blocs qui pourraient se détacher et basculer en mer plus rapidement que prévu. Et là, ça pourrait avoir des conséquences énormes. Et là, dans toutes les projections que j'ai montrées, dans tout le travail qui est présenté par le GIEC, cette hypothèse n'est pas retenue. Et il y a quelques informations qui sont données en prenant en compte cette hypothèse, mais c'est assez cataclysmique. Mais bon, aujourd'hui, ça reste une hypothèse qui a peu de chances de se mettre en place, quoi. merci. Alors, donc, on disait que donc suivant la trajectoire actuelle, on va vers le pire. Mais donc, il existe des solutions qu'il faut mettre en œuvre de manière urgente. Et ces solutions, alors c'est ce que je disais là, elles s'orientent suivant deux voies. D'une part, il faut atténuer nos émissions de manière à cesser d'enrichir l'atmosphère en gaz à effet de serre pour que le réchauffement ralentisse. Et puis, quoi qu'on fasse, et ça on le sait aujourd'hui, de toute façon, le réchauffement va continuer. Alors après, la question, c'est quel seuil il va atteindre. On espère qu'il atteindra le seuil le plus bas possible, mais en tout cas, ça va continuer à augmenter. Et donc, dans tous les cas, il faudra s'adapter pour préserver les populations. Et donc, ça, c'est un deuxième moyen d'agir. Donc, concernant l'atténuation d'abord, euh, donc le GIEC dit limiter le réchauffement climatique causé par l'homme nécessite des émissions nettes de CO2 nulles. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut atteindre la neutralité carbone. Donc, toutes les trajectoires modélisées qui limitent le réchauffement à 1,5 degré ou celles qui le limitent à 2 degrés impliquent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre immédiates, rapides et profondes. Et le GIEC dit bien que c'est des réductions qui doivent être réalisées au cours de cette décennie. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, quoi. Et ces émissions mondiales de CO2, elles doivent être atteintes au début des années 2050, si on veut rester sous la barre des 1,5 degré, et au début des années 2070, si on veut rester sous la barre des 2 degrés. Alors, ce schéma, qui est aussi une illustration qui provient du rapport du GIEC, il montre ce que le GIEC appelle les fenêtres d'opportunité. Donc, comment ça se lit, ce schéma? Voilà, on est ici aujourd'hui, ce petit point-là,
Et devant nous, on a plusieurs avenirs possibles. Alors, on a le... L'image est un peu claire, hein, je ne sais pas pour vous, sur mon écran, elle est peu lisible. Mais bon, si je vous la décris, soit aujourd'hui, on commence à agir et on commence à réduire nos émissions, et alors, on peut s'engager sur un chemin qui nous mène vers un avenir dans lequel, eh bien, on peut encore réaliser nos objectifs de développement durable, c'est-à-dire on peut maintenir un environnement de vie euh, dont la température n'excédera pas plus de degrés. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. Par contre, si on n'agit pas tout de suite, eh bien, on s'embarque sur ce chemin-là. Ça, c'est la trajectoire qu'on suit actuellement. Et si on s'embarque sur cette trajectoire, donc vous voyez, hein, dès 2030, eh bien, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chemin arrière possible, c'est irréversible. C'est-à-dire que même si on commence à faire des efforts, en 2030, eh bien, dans le meilleur des cas, il nous restera ces solutions-là. Le 2 degrés ou le 3 degrés. Le 1,5, ce sera fini. Et puis évidemment, plus on tarde à agir, et plus on se dirige vers les avenirs qui sont les avenirs d'une élévation de température élevée, avec toutes les conséquences que ça engendre. Et on voit donc que euh, le moment d'agir, eh bien, on ne peut pas le repousser à plus tard, mais on voit aussi que ce n'est pas parce qu'on agit aujourd'hui qu'on ne peut pas encore déraper dans le futur. C'est-à-dire que les actions qu'on met en place aujourd'hui, c'est des actions qui doivent être pérennes et qui doivent se maintenir jusqu'à la fin du siècle pour pouvoir, jusqu'au bout, aller vers un monde vivable. Voilà. Et dans ces scénarios, on peut aussi rencontrer des effets de crise, type crise Covid, crise économique, je ne sais quoi encore, et que, en fonction des scénarios qu'on va prendre, eh bien, on voit que ces crises, elles sont plus ou moins impactantes. C'est-à-dire quand on est dans un scénario euh, où on est sur le chemin de la réalisation des objectifs de développement durable, finalement, les crises, on les absorbe mieux que quand on est sur des trajectoires où on est dans des économies de croissance, des économies de consommation de la ressource, où les crises impactent beaucoup plus lourdement et à chaque fois, elles font converger plus rapidement vers des situations qui sont plus critiques. Donc, pour atténuer le réchauffement, bien sûr, il y a une responsabilité politique. Donc, il y a des grands messes qui sont tenues tous les ans, les COP, hein, que vous connaissez, au cours desquelles donc, les États font part des actions qu'ils mettent en place et puis des actions qu'ils proposent de mettre encore en place, d'ajouter déjà à leur plan d'action. Et ces COP ont pour vocation de sensibiliser l'ensemble des pays de la planète, puisque ce combat contre le changement climatique, évidemment, est un combat commun à l'ensemble des pays. Euh, donc on voit que dans cette lutte contre le changement climatique, eh bien, certains pays ont déjà commencé à s'engager, alors certes timidement, mais en tout cas, il y a un premier pas qui est fait. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc ça représente les émissions de CO2 par pays depuis 1960. Alors, on voit que, par exemple, les pays européens, ils ont atténué leur courbe d'émissions et qu'elle a même commencé à décroître depuis 2010. Les États-Unis, pareil, ont mis un petit peu plus de temps avant d'infléchir leur courbe d'émissions, mais pareil, ils sont maintenant dans une logique de décroissance. On voit en revanche que les pays émergents, l'Inde, la Chine en particulier, n'ont pas encore franchi ce cap et continuent à être dans des politiques de croissance alimentées par des énergies fossiles. Bon, en tout cas, même si voilà, la décroissance en gaz à effet de serre, c'est ce que je marque dans le titre, est loin d'être engagée pour tous, c'est quelque chose qui s'amorce et le simple fait que ça s'amorce, c'est déjà encourageant parce que c'est aussi par l'effet d'exemple que les pays s'y mettent. Quand un certain nombre de pays commencent à franchir le cap, les autres suivent. Donc aujourd'hui, c'est très timide, mais le travail commence et les courbes d'émissions de gaz à effet de serre commencent à diminuer dans certains pays industrialisés.
Voilà. Pour information, donc le trait plein, c'est les émissions propres de chaque pays et en pointillé, c'est l'équivalent de l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions produites par pays auxquelles on rajoute les émissions liées aux marchandises importées. Alors, pour prendre l'exemple de la France, elle a mis en place depuis plusieurs années un plan qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone et qui montre, qui détaille, alors si on se plonge dedans, hein, qui détaille secteur d'activité par secteur d'activité, quels sont les moyens qui sont envisagés pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc à la fois, il y a des actions qui sont engagées pour diminuer les émissions, c'est ce qu'on voit sur la courbe bleue ici, entre 2015 et puis 2050, mais en 2050, on continuera à émettre. Donc dans le même temps, eh bien, il faut qu'on augmente la part de carbone absorbée. Et pour ça, donc, il faut augmenter les puits à carbone, donc je vais expliquer juste après ce que c'est, de manière à ce qu'on arrive à compenser, enfin à absorber autant de CO2 qu'on en émet. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'on aura atteint la neutralité carbone en 2050. Donc, les 4 actions majeures de la stratégie nationale bas carbone française, donc c'est, comme je le disais, donc d'augmenter les puits à carbone, c'est-à-dire il y a une politique de reforestation qui est mise en place afin donc de maximiser les surfaces qui vont permettre de capter le carbone atmosphérique par la végétation. Le deuxième grand axe de travail, c'est de décarboner la production d'énergie. Donc, certes, avec le nucléaire. Donc, ça, c'est un autre débat. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, de sortir des énergies fossiles. Voilà. De développer l'agroécologie, puisqu'on l'a vu, les engrais azotés sont une source importante d'émissions de gaz à effet de serre par le protoxyde d'azote. Donc, l'idée, c'est de développer un maximum ces techniques agricoles durables. Et puis, plus largement, de réduire les consommations d'énergie dans tous les secteurs. Et ce qui est stipulé, et ça c'est important de le mentionner, c'est sans perte de confort pour chacun, puisque souvent ce qu'on entend comme message dans le discours d'atténuation, c'est qu'il faut se priver. Et donc l'idée n'est pas là. L'idée, c'est pas de se priver. L'idée, c'est de changer simplement nos modes de vie sans perdre en confort, mais en allant vers des choses qui sont plus efficaces, plus performantes, moins émettrices donc. Et si en plus ça peut être plus agréable pour tout un chacun, eh ben, on est gagnant sur toute la ligne. Et c'est donc vers ça que on essaye d'aller. En tout cas, c'est vers ça que le plan national français essaye d'aller. Et donc, voilà, il y a quelques exemples hein, avec les installations photovoltaïques individuelles ou en tout cas toute la réglementation sur le bâti qui est mise en place en ce moment en France pour avoir des logements mieux isolés, enfin, un rendement énergétique meilleur, l'encouragement du télétravail qui diminue considérablement les transports, voilà, la- le transport électrique qui se répand, etc. Et donc le GIEC aussi le mentionne, donc atténuer le réchauffement, donc on a vu que c'est une responsabilité politique, mais aussi une responsabilité individuelle. Et ce qui est intéressant dans cette mention du GIEC, c'est que ça peut s'opérer par des changements donc, de comportement et de mode de vie avec des co-avantages pour le bien-être. Et c'est ça qui est important et qui est intéressant à retenir, c'est qu'on peut aller vers une moindre émission, mais en améliorant son quotidien. Et donc, voilà quelques exemples. Alors ça, c'est moi qui les ai choisis, mais enfin, en allant chercher un peu sur les sites qui travaillent sur ces sujets, comment, à l'échelle individuelle, on peut agir. Donc, sur nos déplacements, bien sûr, sur nos modes de consommation, en n'étant pas dans des consommations effrénées et déraisonnées, excessives, avec voilà, les circuits courts, le recyclage, les économies d'énergie qu'on peut faire et qui font du bien aussi à nos finances, le non-gaspillage d'énergie. Bon, tout un tas de petites actions qu'on peut retrouver facilement, mais qui, dans leur globalité, euh, donc, modifieront nos comportements, mais sans que ce soit contraignant, mais à l'inverse,
des comportements qui vont nous redonner plus du temps de vivre, plus de la tranquillité et tout ça en étant moins pollueur en termes de gaz à effet de serre. Voilà et donc citation du rapport du GIEC, oui, donc les choix et les actions mises en œuvre au cours de cette décennie auront des impacts maintenant et pendant des milliers d'années. Donc ce que dit le GIEC par là, c'est que on peut faire le choix d'agir aujourd'hui ou de ne pas agir, mais par contre, les choix qu'on fait aujourd'hui sont irréversibles puisque les conséquences, elles sont en place pour des milliers d'années. C'est-à-dire même si demain on devenait très vertueux, enfin si je veux dire dans 30 ans on devient très vertueux, eh bien il n'y aura pas de machine arrière de la machine climatique. C'est-à-dire que tous les degrés gagnés, ils vont rester. La température ne redescendra pas. Et donc c'est pour ça que c'est important d'agir le plus tôt possible pour maintenir une atmosphère moins chaude que ce vers quoi on va. Voilà. Et donc quoi qu'on fasse, le climat va changer. Il va falloir s'adapter. Et donc là, à nouveau, les pays, différents pays mettent en place déjà des plans d'adaptation au changement climatique. Donc là, c'est une illustration du plan d'adaptation de la France qui a été proposé cette année, là, en 2024, qui avait fait beaucoup parler de lui parce que il a été proposé pour une France à plus 4 degrés. Mais rappelez-vous que le réchauffement sur les terres augmente plus vite que sur les océans. Et en fait, la France s'adapte à vivre à plus 4 degrés. Ça, c'est le scénario dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire un réchauffement de plus 3 degrés à l'échelle planétaire, c'est plus 4 en France. Donc voilà à quoi ressemblerait le climat dans différentes villes de France. Donc, par exemple, à Lyon, ce serait le climat de Rome, à Paris, ce serait le climat de Montpellier, etc. Et donc, pour se préparer à ça, eh bien, la France commence à aménager ses territoires pour et alors les territoires, l'économie, les milieux naturels, etc. Les systèmes de santé pour protéger les populations. Et parce qu'évidemment, ça va prendre du temps de réaménager notre environnement de vie face à un climat qui change vite et donc il faut s'y mettre dès maintenant. Et la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, a elle aussi mis en place, et ça c'est tout récent, hein, ça a été fait cette année, donc sa stratégie d'adaptation au changement climatique qui vise à la fois, enfin donc qui propose des mesures à la fois d'atténuation et d'adaptation pour se préparer donc à ce changement climatique qui va nous concerner enfin qui nous concerne déjà et puis qui va nous concerner de plus en plus au fil des années à venir. Voilà, et donc j'en ai terminé. Donc sur ces dernières pages, vous avez les différents liens que j'ai utilisés. Donc il y a l'Office for Climate Education que vous connaissez certainement puisque ça c'est un site pour les enseignants et donc sur lequel vous retrouverez entre autres le résumé du GIEC pour les enseignants. Alors personnellement je ne le trouve pas terrible euh, et bon peut-être que vous l'avez déjà parcouru. Je trouve qu'il manque beaucoup d'informations essentielles. Mais sinon, il y a le rapport technique en français qui est un peu plus copieux, mais si on s'en tient au graphique, déjà, on a pas mal de choses. Donc, vous avez les liens à chaque fois. Donc, ça, c'est l'officiel, hein, celui du GIEC, le résumé qui a été produit par le GIEC. Il y a l'atlas interactif du GIEC, c'est les cartes que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, il faut aller dessus, fouiller, il y a plein d'informations. Il y a ici le calcul d'empreinte carbone pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, si on veut s'amuser à voir combien on émet au regard de son propre mode de vie. Moi, je l'ai fait. Je pensais que j'étais bas. En fait, non, j'étais à 10 tonnes. Euh, donc, rappelez-vous qu'on doit être à 4. Ça, c'est le Global Carbon Project. C'est un organisme qui fait référence sur les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire ou pays par pays. Donc pour l'histoire, enfin l'histoire géo, là, c'est plein de données. Mais peut-être que tout ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Alors ça, j'ai découvert ça tout récemment, mais en même temps, ça vient de sortir. Ça, c'est une mine, le Climate Q&A. En fait, c'est un chat GPT. Ça a été développé par une start-up française. C'est un chat GPT qui a été entraîné uniquement sur les publications du GIEC
Donc, on peut lui poser n'importe quelle question en lien avec le climat. Il fournira une réponse sous forme d'un dialogue, comme le fait ChatGPT, mais à l'appui donc uniquement des documentations, des documents du GIEC, en fournissant les références, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une réponse, il y a une référence avec un petit volet sur le côté dans lequel on retrouve l'article source. Et l'autre plus-value, c'est que c'est consultable suivant trois niveaux. On peut le consulter soit en tant qu'enfant, soit en tant que grand public, soit en tant qu'expert. Et donc, il adapte ses niveaux de réponse en fonction du public qu'il interroge. Donc ça, c'est pareil, si on a la moindre question, et c'est mis à jour en temps réel, et l'apprentissage a commencé à être alimenté avec les publications qui seront celles du prochain rapport du GIEC. Donc ça permet même d'avoir de l'information en avant-première. Bon, ça, c'est le lien vers la page de la stratégie nationale bas carbone de la France et le plan d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est le même pour la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est les sites qui recensent les événements climatiques extrêmes en lien avec le changement climatique. Voilà, donc en passant le doigt dessus, vous avez les liens. Donc, je vous fournirai le PDF et vous aurez tout ça. Voilà, et j'en ai terminé. Donc, désolé d'avoir été si long. Et c'est terminé. Le Ouais, voilà. site. Dans le PDF, là, si on va sur le lien, c'était où calculer son empreinte carbone. Là, par exemple, si je clique, alors, autoriser. Et là, ça nous amène sur la page du. Donc, bon, voilà, c'est ça l'adresse, là. Vous le voyez à l'écran, hein. Oui, oui. Oui. Voilà, bon, il faut s'inscrire. Bon, moi, je m'étais inscrit. Bon, bref, je fais pas la manip en live, mais donc ça mène directement sur le site. Et là, donc vous donnez un email, parce qu'après, il vous envoie des données par email, et ça permet donc de calculer sa propre empreinte carbone. Et je pense que ça vaut le coup de le faire, parce que c'est là qu'on se rend compte en fait qu'on est des Mm. gros émetteurs en Calédonie. Bon, après, on a un contexte ilien, certes, mais Mm. alors on travaille avec l'ensemble des centres météorologiques et climatologiques, donc pas souvent c'est la même chose, du Pacifique. Donc il y a évidemment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, Hawaï pour les États-Unis, mais aussi tous les petits États insulaires. Alors ça peut fonctionner par échange ou dans un seul sens, ça dépend. Les plus gros services météorologiques, généralement, dont font partie le BAUME, la NIWA, Météo France ou la NOAA pour les États-Unis, sont plutôt fournisseurs de données. Mais on interagit, on se rencontre au moins 2 fois par an. Et puis après, à plus large échelle, en fait, les services météorologiques collaborent tous entre eux à l'échelle planétaire. Et donc, on est aussi en échange, alors soit directement par des plateformes d'échange avec tous les services météorologiques un peu développés, donc le Japon, la Corée du Sud, les différents pays européens, etc. Donc oui, la Merci. météorologie et le climat, c'est forcément une science qui ne s'arrête pas aux frontières, on dit, et donc qui nécessite de la coopération entre les services météorologiques et en particulier pour le partage des données. Pour le partage des données, puisque chaque centre météorologique qui développe ses propres modèles va utiliser les données de tout le monde, de toute la planète. Et d'autre part, parce que chaque modèle développé ne peut pas suffire à lui seul. Il a besoin d'être confronté à d'autres modèles fabriqués ailleurs pour voir s'il est bon. Et donc, la donnée produite, elle est mise en, en comparaison quoi, avec les données des autres centres météo. Et Voilà, donc c'est les vraiment un modèles. travail international, quoi. Donc, le modèle climatique de météo. Alors, le modèle climatique de Météo France, il y en a plusieurs, suivant ce qu'on veut faire. Mais le modèle qui permet de faire les projections climatiques, donc ça, c'est un modèle qui a répondu au cahier des charges du GIEC. C'est un modèle qui a tourné avec une résolution de 100 km. Et si on veut des projections climatiques à l'échelle planétaire, on ne peut pas faire autrement. Enfin, on ne peut pas faire autrement. On sait le faire. Par contre, on ne dispose pas de la ressource informatique suffisante. C'est-à-dire que si on lançait des projections climatiques avec une résolution de 2,5 km à l'échelle planétaire, il faudrait 10 ans avant d'obtenir les résultats. Là, pour Ouais. obtenir les résultats
qui ont été ceux communiqués par le GIEC, le supercalculateur, il a tourné pendant 8 mois, je crois, avant Ah oui. de fournir ses résultats. Donc, et quand on sait la puissance du supercalculateur, ça en dit long sur le nombre de données qui sont brassées. Donc après, on sait le faire, modéliser l'atmosphère à des résolutions ultra fines. On est même capable de le faire à des résolutions de l'ordre métrique. Et c'est fait pour faire de la modélisation de fluides dans certaines villes, par exemple, pour connaître la dispersion de panache de polluants. Donc ça, Météo France le fait. Il y a un accident industriel dans une ville, on veut savoir où va se disperser le panache. Donc on peut faire de la modélisation parce qu'on connaît les lois de la physique sur des échelles très fines comme ça. Mais on peut le faire sur des domaines très restreints. Donc si on fait une échelle métrique, on va pouvoir le faire sur la taille d'un quartier ou d'une ville. Nous, ce qu'on veut en Calédonie, c'est faire des projections donc à l'horizon 2100. Et sur la zone, en fait, c'est une zone qui couvre Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, eh bien, avec un temps de calcul qui est à peu près aussi long que celui qui a été utilisé pour faire les projections planétaires, on va obtenir une résolution de 2,5 km, mais sur un domaine qui est beaucoup plus petit. Et c'est ça la limite aujourd'hui, c'est les moyens informatiques, en fait. Bon, bah, merci. Je pense qu'on a à peu Et bien, près fait encore une le fois, tour de la c'était question. voilà, c'était avec plaisir, merci. Et puis, ben, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des besoins à la fois d'intervention ou en données ou des questions a posteriori sur cette présentation. D'accord. Entendu. Voilà. Bon, bah, bonne soirée.